Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous pour ce petit webinaire qui va durer une petite heure ensemble. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, ça dépend de vos questions aussi. L'objectif ici, c'est de vous partager un sujet assez intéressant, à notre avis en tout cas, le sujet du recrutement et le sujet du positionnement quand on est junior en fait dans le monde aujourd'hui du travail. Et particulièrement dans un monde qui est quand même bouleversé par l'intelligence artificielle. Je pense que beaucoup de gens en parlent tous les jours. Et pour ça, en fait, j'ai avec moi trois panélistes. Alors, j'ai deux hauts de réponse si on regarde les noms sur les gens, mais, mais non, je n'ai pas de haut de réponse. Euh, j'ai donc, dans l'ordre d'apparition sur mon écran, en fait, j'ai Audrey, qui est une alumni origami promotion 2020 qui travaille actuellement. Vas-y Audrey, je te laisse te présenter en une minute. Enchantée, oui, du coup, ancienne alumni 2020, j'ai fait mes premières armes chez Keyad. Ensuite, j'ai été team leader chez Heads Up. Et maintenant, j'ai rejoint Needs, qui fait partie du groupe Eskimos en tant que Head of Paid Social. Merci Audrey. Malik, aussi alumni origami. Vas-y Salut Malik. Yann, salut tout le monde. Oui, Alumni 2018, du coup première session d'origami. Ouais. J'ai continué après chez Agence 119, agence du groupe Havas, en tant que consultant, puis consultant senior en paid media. Et j'ai rejoint InOcéan depuis maintenant plus de 3 ans, en tant que d'abord Head of AdTech et par la suite Head of Digital Media. Merci Malik. Et Marion qui est donc DRH, que j'ai connu dans une autre vie, dans une autre agence. Vas-y Marion, je te laisse 2 secondes te présenter. Absolument. Merci Yann. Bonjour à tous. Bonjour Malik. Bonjour Audrey. Donc, je suis Marion, je suis DRH. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le monde du digital. Et en effet, j'ai rencontré Yann lorsqu'on a travaillé tous les deux au sein d'une belle agence qui s'appelait Digitas. Merci. Et donc moi je me présente, donc je suis cofondateur d'Origami et donc c'est moi qui vais animer ce petit webinaire. Alors j'ai préparé quelques slides d'intro, donc l'idée c'est pas de vous noyer sous les chiffres et les informations parce que le plus important c'est d'essayer de partager avec nos panélistes des points de vue et puis peut-être de répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, donc ce webinaire est enregistré. Donc tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Et, et bon, l'idée, c'est justement bah, que vous puissiez le regarder ensuite, voir, on découpera peut-être quelques extraits si ça paraît pertinent. Alors, il y a un module, je vous donne juste quelques informations euh, techniques en fait. Il y a un module de chat, donc vous pouvez communiquer dessus. Il y a normalement aussi un module questions-réponses, Q&R, dans la version française de Zoom. Ça permet d'avoir un track des questions, c'est plus facile à suivre. Bon, on va surveiller les deux, mais voilà, n'hésitez pas. Voilà. Sans plus attendre, on commence. Donc, moi, j'ai juste quelques petites infos en fait que je suis allé chercher dans les études les plus récentes. Alors, c'est très compliqué les chiffres parce que vous prenez 12 études et vous avez 12 chiffres différents, hein, donc on peut leur faire dire un petit peu de ce qu'on veut. Donc, j'ai essayé de prendre les parties qui étaient les mieux documentées. Et en fait, notamment au Forum économique mondial de Davos, en fait, l'estimation aujourd'hui, c'est 78 millions d'emplois nets créés. En fait, hein, 170 millions d'emplois créés par l'IA et 92 millions supprimés d'ici à 2030. Donc, celui qui est capable de voir déjà aujourd'hui, d'ici à 2030, même si c'est que dans 5 ans, chaque année, c'est 10 ans aujourd'hui dans le monde de l'IA. Donc, du coup, très difficile de se fier à ces chiffres. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, a priori, l'IA serait plutôt créatrice d'emplois. C'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, En France, les dernières études qui sont parues montrent que quand on regarde vraiment de plus près, il y a, alors seulement, mais le seulement, il faut mettre des grosses guillemets, il y a 5% des emplois français qui seraient directement menacés de remplacement total potentiel par l'IA. Cela dit, 5% des emplois, c'est quand même assez énorme. Si on le prend quand même à l'échelle du volume de travailleurs que ça fait, c'est juste énorme. Donc, c'est quand même une transition assez importante à envisager. Euh, Seulement, pour le coup, là, j'ai envie de dire seulement 13% des emplois optimisables. Je pense que c'est largement sous-estimé, mais aujourd'hui, c'est ce qui a été estimé là-dedans.
et qu'il y aurait 81% des emplois français qui seraient ni menacés ni impactés par l'IA générative. Donc voilà. Étude à creuser davantage, parce que ça me paraît un peu assez, enfin, à la fois pessimiste et optimiste sur le sujet, mais bon. À voir. En tout cas, voilà aujourd'hui où on en est dans les premières études qui ont été faites autour de ça. Donc ça, je vous invite à aller consulter le petit rapport là, qui a été publié cette semaine par Paul Midi et le gouvernement français là, qui est Oser l'IA, qui est vraiment un PDF assez complet qui, euh, qui donne des grandes directives et la volonté politique aujourd'hui française d'aller là-dedans. Alors, quand on interroge les entreprises, en fait, ça c'est une étude aussi qui est parue là, il y a un peu moins de 3 mois, il y en a quand même 91% des entreprises qui utilisent l'IA rapportent une augmentation d'efficacité. Donc, ça veut dire qu'en fait, qu'elles disent, alors c'est déclaratif bien évidemment, euh, que du coup, ça leur permet de faire ça. Quand on est dans le développement, aujourd'hui, 55% des développeurs en fait annoncent avoir déjà un gain de productivité avec l'IA, donc ça c'est assez énorme et 35% de ceux qui font du conseil et management. Donc du coup, ça veut dire que chez les développeurs, l'adoption de l'IA générative et la reconnaissance de l'IA comme une aide précieuse pour gagner en productivité est déjà bien meilleure que chez les gens du conseil, mais ça représente déjà quand même un tiers autour de ça. Et puis 60% des utilisateurs français, en moyenne, en fait, on considère ils considèrent qu'ils économisent plus de 5 heures par semaine. 5 heures, c'est presque un jour, hein. C'est énorme, hein. Donc, du coup, il faut considérer ça, bien sûr. Ça reste du déclaratif. Il n'y a pas encore aujourd'hui d'études qui mesurent réellement, et quelquefois la valeur perçue n'est pas toujours la même valeur que ça. Par contre, il y a quand même une adoption qui se fait, on va dire, en décalé. Parce qu'il y a 93% des jeunes utilisent aujourd'hui, de 18 à 25 ans, utilisent l'IA génératif, hein, pareil, dans les différentes études qui ont été faites. Donc, quasiment un sur deux tous les jours. Donc là, ça nous rappelle les études de YouTube d'il y a 10 ans, qui étaient exactement le même genre. Et puis, au niveau des entreprises, par contre, il y a même pas une entreprise sur 10 qui a développé l'IA réellement, déployé l'IA à l'échelle, hein, c'est-à-dire pas juste avoir ChatGPT dans un coin, etc. Il y a un phénomène hyper important qui est le phénomène du shadow AI. Donc, shadow AI, c'est le phénomène d'avoir des employés qui utilisent l'IA mais qui ne le disent pas, ou du moins qui ne l'utilisent pas de manière officielle parce que soit c'est pas autorisé, soit ils ont honte de le dire. Et ça, on considère qu'aujourd'hui, c'est un phénomène massif. Plus de 40, je crois, 40-45% des personnes utilisent l'IA qui utilisent l'IA le précisent pas à leur entreprise. Et dans les PME, on est assez marrant, on a 15% qui l'utilisent officiellement comme un outil et puis 14% qui l'interdisent aussi officiellement. Et donc, du coup, je pense que dans ces 14%, on doit pouvoir trouver beaucoup de shadow IA, de gens qui le font un peu en cachette parce qu'ils ont vraiment envie de l'utiliser. Donc, voilà un peu pour dresser le secteur. Et si on parle de recrutement, donc on va juste poser le cadre, hein. Après, je ne peux pas rentrer dans les détails, on va juste poser le cadre, mais le cadre, il est quand même assez alarmant. Euh, il y a 37% des employeurs interrogés là, sur une étude. Alors, c'est aux États-Unis, ça, hein. C'est aux États-Unis. Une étude qui a été faite sur des entreprises de la tech. Il y a quand même presque, enfin, un bon tiers des entreprises qui disent que elles préféreraient embaucher une IA qu'un jeune diplômé de la génération Z, hein, dans ces boîtes-là. Donc, ça reste du déclaratif, mais c'est quand même une intention très forte. Euh, et il y a un employeur français sur deux qui prévoit de réduire son recrutement. Alors, c'est pas que lié à l'IA, mais l'IA fait partie des raisons aujourd'hui, donc c'est quand même assez énorme aussi. Et quand on parle d'IA pure, en fait, bah, les deux tiers des entreprises qui ont été interrogées par une étude de HubSpot déclarent qu'en fait, elles préfèrent recruter à l'externe plutôt que de former des gens en interne. Elles estiment qu'en fait, recruter des gens qui savent maîtriser l'IA, est plus facile que de former les personnes en interne. Ça, c'est en tout cas pour deux tiers des entreprises. Et d'ailleurs, je crois qu'on a connu des phénomènes assez similaires sur le digital, notamment dans les grandes agences, etc., où on s'est plutôt jeté sur aller recruter des gens qui maîtrisaient le digital plutôt que de former ces équipes en interne. À tort ou à raison, en tout cas, c'est la politique qui a souvent été euh, ouverte. Alors, ce qui est une bonne opportunité pour les jeunes, moins pour ceux qui sont déjà en poste. Euh,
Donc l'IA transforme aussi la manière de recruter. Ça, je pense, Marion pourra nous en parler un peu plus. Mais donc, 70% des entreprises interrogées par Smart Recruiter, ils expérimentaient l'IA en RH. Donc, tous ces chiffres, on va prendre avec des pincettes parce que, bien évidemment, ceux qui font les études ont aussi parfois un intérêt à pousser ces chiffres, mais ça donne des tendances. Un demandeur d'emploi sur deux estime, quand on l'interroge, que l'IA joue un rôle important. Euh, a priori, en déclaratif, un candidat sur trois utilise l'IA. À voir maintenant, c'est quelque chose qui augmente beaucoup plus. Et puis, on a quand même 40% des travailleurs qui déclarent être favorables à l'interdiction carrément de l'IA dans le recrutement. Donc, on peut rêver, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été noté dans la même étude de Smart Recruiter. Euh, Ensuite, il y a une perception de l'éducation qui est totalement en retard, en décalage, où on a quasiment tous les employeurs, quand on les interroge, en fait, et c'est une étude de ADECO, là, qui estime que les programmes universitaires ne préparent pas les jeunes aujourd'hui aux métiers qui sont là. Il n'y a qu'un salarié sur quatre, a priori, qui a aujourd'hui reçu une formation à l'IA dans les entreprises qui, en tout cas, ont des projets d'implémentation. Et on pense que 40% des compétences importantes dans les jobs changeront d'ici 5 ans, quoi. Donc 5 ans, encore une fois, c'est demain en termes de temps humain et très loin en termes de temps IA. Donc du coup, tout ça à réfléchir. Mais en tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même un besoin assez important aujourd'hui de monter en compétence sur ce domaine-là. Voilà. On a une génération qui arrive et qui est prête. Plus d'un étudiant sur deux considère que refuser l'IA est un désavantage. Donc, du coup, ils considèrent qu'une boîte qui refuse l'IA, c'est pas une boîte dans laquelle ils ont envie de travailler. Ça fait réfléchir. Euh, Intéressant. 85% donc des 18-25, on l'a vu déjà tout à l'heure, utilisent ChatGPT. Euh, et euh, et il y a une opportunité, et pas mal d'entreprises commencent à mentionner ça, donc on pourra en reparler après, de mentorat, de reverse mentoring, qui peut être intéressante de ce côté-là. Voilà. Et voilà, j'ai fini juste pour poser le cadre. Donc voilà, hein, c'est des chiffres qui font réfléchir. Et donc, je vais juste arrêter de partager l'écran, parce que du coup, il n'y a plus besoin de faire ça, et comme ça, on verra nos panélistes en grand. Voilà. Et donc, l'idée maintenant, c'est de vous donner la parole pour que vous puissiez donner votre avis sur ces questions. Euh, alors, hop, voilà. Donc, voilà. Et du coup, Audrey alors non, si dans le public vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre au fur et à mesure, mais là c'est moi surtout qui vais avoir des questions pour les personnes du panel, en fait. Et donc Audrey, Malik, Marion, en fait, ma première question c'est, pour vous, c'est quoi la place de l'IA dans vos métiers actuellement, là, en fait, hein, aujourd'hui, que vous faites? Quelle est la place que l'IA occupe, donc concrètement, au-delà des études, vu qu'on a des gens qui aujourd'hui l'utilisent? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc Audrey, vas-y, tu peux commencer comme ça, parce que là, tu es déjà en grand sur l'écran, donc parfait. Parfait. Je pense que je peux me considérer comme une early adopter de ChatGPT parce que c'est le genre de technologie qui m'intéresse énormément. Et donc, ça doit faire un bon 2-3 ans que je m'en occupe. De ce que moi, j'en ai, c'est que ça nous permet... En fait, ce n'est pas un outil pour moi qui va nous remplacer, c'est un outil qui va nous aider à aller plus loin, plus vite, à développer des nouvelles compétences aussi, parce que c'est un nouvel outil, donc il faut savoir s'en servir. Et même pour des profils juniors, en fait, je pense que ça peut être intéressant. Comme tu l'as dit, il y a du mentorat inversé qui est en train de se mettre en place parce qu'on sait que la Gen Z a beaucoup plus adopté ça que ces générations passées. Et c'est aussi, ça peut être un relais pour les moments où on n'est pas là. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude d'encadrer des profils juniors et avec mon poste de head-off, malgré toute la bonne volonté du monde, je ne suis pas toujours disponible pour répondre à leurs questions. Et c'est vrai que bien utilisé, l'IA, ça peut permettre de faire un petit relais justement entre des tuteurs ou des responsables, des team leaders, enfin des personnes qui sont là pour former aussi des profils plus juniors et les faire un petit peu gagner en autonomie et nous aussi nous laisser un petit peu plus d'espace pour d'autres tâches.
Ok, merci. Malik, tu veux ajouter quelque chose? Moi, si je devais parler des outils IA dans notre quotidien, je pourrais les scinder quand même en deux catégories. Il y a une catégorie qui est là plutôt pour accentuer, augmenter la performance des campagnes médias. On va souvent parler d'IA qui vient corriger un algorithme d'achat et qui vient justement augmenter les performances. Donc, on est vraiment déjà baigné dans l'IA, dans les outils qu'on utilise au quotidien, dans le cœur de notre métier. Après, pour revenir au profil un peu plus junior et la façon dont on peut les utiliser, ce qu'on fait nous régulièrement, c'est que l'IA sert de base à la formation aussi chez nous. Ça permet au fait au profil junior d'aller pouvoir chercher une première base d'informations sur un outil ou sur un process en particulier directement dans l'IA et de confronter en fait la vision de l'IA à la personne avec laquelle elle va être en binôme, en général quelqu'un qui a un profil plus senior. Et en fait, on change un peu de plus en plus, en tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'on change de façon de faire, où avant, on avait ce binôme senior-junior qui était vraiment un peu la relation maître Jedi-Padawan, si je peux la schématiser. Aujourd'hui, on passe plus sur des profils juniors qui ont un peu plus d'autonomie, plus de curiosité, qui vont aller eux-mêmes chercher l'information et la confronter avec l'expérience et l'expertise des profils un peu plus seniors. Ok, intéressant. Euh, Marion, tu as quelque chose peut-être à ajouter en fait à cette... Ouais, je rebondis sur ce que dit Malik. En effet, je pense que l'IA aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité d'améliorer l'apprentissage et l'accès à l'information. Euh, Parce qu'avec une IA, on peut scruter toutes les pages web indexées sur une thématique et obtenir plein de réponses, en fait. Donc, on peut s'auto-former, alors qu'avec le web, avant, on avait des sources, mais on ne collectait pas un ensemble d'informations sourcées. Donc, c'est assez intéressant en termes d'auto-formation. Après, il faut faire, on en parlera peut-être après, mais il faut faire attention aux biais l'impact des IA sur les idées en général. Donc, il y a ces sujets-là, mais on peut, avec l'IA, maintenant s'auto-former, c'est quand même assez exceptionnel. Euh, Ça suppose quand même d'avoir quelques compétences, peut-être de savoir bien prompter, etc., pour avoir des Ouais, justement, demandes qualifiées, ouais. même avec un bon prompt, donc du coup, on sait très bien aujourd'hui que les IA sont pas infaillibles et loin de là. Après, les humains non plus le sont pas, hein, donc, mais même avec un bon prompt, en fait, et c'est intéressant, Malik, du coup, quand les gens font de l'auto-formation, comment vous faites pour vous assurer que, en fait, ils vont pas partir dans une mauvaise direction parce que ça va complètement leur dire des trucs qui n'existent pas, quoi. Bah, c'est là où la relation mentor et apprenant, elle est hyper importante. C'est que il faut qu'il y ait cette relation déjà de confiance pour laisser l'apprenant aller chercher l'information, mais il faut aussi surtout s'assurer qu'il y a un moment où cette information-là, elle est double-checkée par le mentor avant justement d'être mise en application. Et nous, on a aussi beaucoup d'apprentissage à faire sur les outils, notamment les outils de Google, les outils de Meta, et le fait que ces outils-là soient en même temps, enfin, que ces licences-là, entre guillemets, aient en même temps leur propre IA comme Gemini ou Llama, ça permet aussi quelque part de condenser un peu toute la littérature de ces outils-là et d'aller chercher l'information qui va être pertinente à l'intérieur de l'IA directement plutôt qu'aller regarder le blueprint Meta qui va être hyper large et sur lequel on peut passer du temps. Là, pour le coup, l'intérêt, c'est de réduire le temps, d'aller chercher l'information principale et de la double-checker, bien entendu, avant toute mise en application. Et donc, pour l'instant, euh, vous les envoyez chercher l'info. Donc, tu dis, ça peut être les IA propriétaires de ces outils-là. Donc, en théorie, elles sont quand même un peu plus documentées dessus. Mm. Mais pour l'instant, c'est pas des contenus. Enfin, ce serait pas, par exemple, un GPT personnalisé ou quelque chose comme ça que vous auriez créé avec tous les contenus que vous semblent être pertinents pour ce truc-là. Pour l'instant, vous restez, Mm. Mais c'est pas ça, ça. Ok. ouais, ouais, non, c'est pas encore le cas, mais ça peut être aussi une hypothèse pour l'avenir, hein. Pourquoi pas avoir des GPT personnalisés avec justement un espèce de starter pack avec tous les essentiels à connaître et à maîtriser. Ça peut être une piste aussi. Bah, justement, je me permets de rebondir parce que moi, justement, j'ai créé un prompt Mhm. pour le marketing digital que je partage du coup à mes juniors pour que, en gros, Et ils aient si, si on tape prompt dans les commentaires, tu vas nous le partager aussi ou pas? Je suis grand seigneur, donc ok.
Mais notamment, Malik, ça peut t'intéresser. Je pourrais Ouais. effectivement vous le partager. Mais Avec plaisir. globalement, c'est un prompt, pour le simplifier hyper rapidement, qui demande à ChatGPT, en l'activant avec un mot-clé, de devenir un expert en marketing digital avec vraiment la liste de tous les leviers existants et en bonus, d'expliquer ça simplement comme si on était face à un enfant de 10 ans. Mhm. Parce que ça permet justement d'aller beaucoup plus droit au but, etc. Et je pense que ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je l'utilise. Et avec mon expertise, le taux d'erreur est vraiment très, très faible. Mm. Donc, c'est un très, très bon outil quand justement on est capable de bien prompter. On peut justement limiter la marge d'erreur. Mhm. Ok. Je pense qu'en effet, la qualité du prompt, c'est quand même hyper important. C'est peut-être une des premières compétences à acquérir hein, quand on veut jouer avec l'IA. Il y a plusieurs méthodes pour apprendre à prompter, mais voilà, bien décrire son contexte, sa problématique, les attendus, c'est déjà un très bon début. Et quand on écrit sa problématique, l'IA répond, elle propose, on reformule. Elle affine et on finit par avoir une sorte de dialogue. Je pense que c'est ce qui est important à un moment, c'est d'arriver à dialoguer avec son IA pour la challenger, ce qui suppose quand même de savoir aussi de quoi on parle et pas être complètement toujours dans l'auto-formation et donc d'avoir une base métier des formations solides. On parle d'origami, il y en a plein d'autres, mais voilà, et des formations de base, des tuteurs, des mentors pour confronter aussi, parce que l'IA ne connaît pas la réalité. L'IA ne sait pas ce que c'est le monde réel. Donc, elle va chercher des datas et de la stat qu'elle va compiler pour répondre et faire des probabilités, mais voilà, elle connaît pas le monde réel. Donc, voilà, je pense que c'est intéressant de créer ce dialogue pour reformuler, clarifier les échanges avec son IA. Mais je pense qu'il faut devenir un peu expert comme Audrey pour commencer à challenger son IA. Voilà, je pense que c'est un level 10. Ouais, ouais, c'est vrai que là, on parle de prompt engineering. Maintenant, il y a même carrément une tendance qui est le context engineering. Donc, du coup, le fait de travailler justement le contexte des prompts avec toute la mémoire, les règles, les fichiers joints, l'instruction, etc. Donc, carrément la manière de driver encore plus les réponses. Donc, en tout cas, merci. Mais c'est vrai que c'est un point assez clé. Donc, curieux de voir un peu ton prompt, comment il est fait. Tu nous le Je l'ai partageras mis, peut-être. je l'ai mis dans le chat. Comme Ah ça, les ouais, participants carrément. peuvent le Ah, trop récupérer. bien. Bah, voilà, ça, rien que pour ça, ça valait le coup. Tu On vois, n'est pas, on n'est pas énormément de participants, mais comme ça, au moins, on partage le savoir. canon. Euh, canon. Euh, donc voilà, donc en tout cas, mais merci beaucoup Audrey de partager ça. Tu as même dépassé la limite de message de Il est très long. du système. Et, Euh, et juste pour la petite parenthèse, pour ceux qui sont curieux, je me suis aidée de Prompt Perfect pour le faire. ok. Il y a David qui dit l'idéal, c'est que l'IA crée le prompt, idéalement configurer un GEM ou un GPT et aider à cela. Bah voilà, donc toi, tu as utilisé Prompt Perfect pour t'aider autour de ça. Oui, Exactement. bien sûr, l'IA peut aider à créer des prompts, même si quelquefois, j'avoue qu'elle est elle est plus feignante qu'un humain, des fois, pour faire le truc et Ouais. elle prend des raccourcis. Donc nous, on aurait envie, au contraire, d'encore plus restreindre autour de ça. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'on commence à avoir des modèles à raisonnement, donc des modèles à itération qu'on prompte pas non plus forcément de la même manière. Mais bon, ça, on pourra en reparler plus tard. C'est encore un autre sujet. Alors, du coup, vous avez entamé la deuxième partie, mais donc on voit qu'en fait, aujourd'hui, ça a une place assez prépondérante. D'ailleurs, une question que je vous ai pas posée quand on a préparé ça, mais vous estimez que sur une journée, grosso modo, en moyenne, hein, combien de fois quelqu'un du coup travaille chez vous en fait va utiliser l'IA dans son quotidien en fait? Bah, pour ce Si, qui est de mon équipe, suffisamment pour atteindre la limite de ChatGPT gratuit. Voilà. D'accord. non, mais c'est vrai qu'on se rend compte de plus en plus que enfin les IA sont au même titre que d'autres outils des onglets automatiquement ouverts dans les navigateurs et que c'est une aide considérable et qu'on utilise des dizaines de fois par jour parfois. D'accord. Et alors, du coup, Audrey, toi, vous utilisez la partie gratuite.
Ouais, en gros, on est en train de benchmarker justement les différents outils IA parce que bah, moi, je m'occupe de la partie advertising, donc j'ai surtout besoin d'une IA conversationnelle. Mais on a aussi un studio de créa en interne. Et donc ça, c'est aussi un autre sujet. Et donc là, ouais, c'est le travail de cet été, benchmarker des outils pour trouver quelque chose qui puisse à la fois faire du conversationnel, mais à la fois générer des images, générer des vidéos, potentiellement faire du doublage, etc. Ça existe, mais du coup, il faut trouver le bon. Parce que bah, je pense que c'est la même chose que pour tous les outils, c'est que si on les multiplie, déjà, le fait de former tout le monde à chacun des outils, etc., c'est extrêmement chronophage. Et surtout, bah, finalement, tout le monde va pas avoir la facilité d'aller adopter tous les outils. Alors que si on arrive à en trouver un qui fait un maximum de trucs, l'adoption sera beaucoup plus simple. Et la formation aussi derrière. Ok. Ouais, on a pas mal de structures qui aujourd'hui n'utilisent pas l'IA, en tout cas pas officiellement. On a aussi des structures qui commencent à mettre en place des accords pour encadrer l'IA dans le cadre de sa mission d'entreprise. Donc, on a vraiment tous les cas de figure aujourd'hui dans cette adoption qui est vraiment au tout début. Tout ça va évoluer très vite, mais aujourd'hui, c'est un petit peu le bazar. Donc, en effet, il y a des gens qui utilisent l'IA de façon officielle, d'autres officieuse. Et quand on utilise l'IA de façon officieuse, ben, on s'expose à ce que tu disais un petit peu, Diane, en intro, au fait que ben, on ne le dit pas trop. Donc, c'est difficile de savoir dans un monde, dans une entreprise où on n'a pas ouvert, on n'a pas mis en place l'IA de façon officielle, c'est difficile de savoir qui l'utilise, comment. Voilà. Donc, on peut le Mm. discuter, mais Pour rebondir là-dessus, dans les métiers d'agence et particulièrement quand on est au contact d'annonceurs, je pense qu'il est hyper important d'avoir cette transparence-là sur l'utilisation de l'IA parce qu'on est quand même dans des métiers où on vend du temps de cerveau aussi, en dehors de compétences techniques. Et la qualité de la relation et la confiance qu'on peut créer avec un annonceur qui est au final notre client, elle est quand même la base de tout ce qu'on réussit à déployer pour lui. Et en tout cas, moi, ma vision, c'est de garder quand même cette transparence-là sur l'utilisation, tout en l'encadrant, bien entendu. L'idée, c'est pas de laisser travailler l'IA toute seule, mais de bien expliquer, montrer et détailler le travail de l'IA et la combinaison qu'on peut avoir entre IA et humain. Ok. Merci. Et alors du coup, justement, donc là, vous avez bien entamé la deuxième partie. Euh, qu'est-ce qui, euh, Qu'est-ce que vous attendez justement de quelqu'un qui va arriver chez vous demain, là, un junior? Bon, alors on dit junior, mais ça pourrait être finalement n'importe quel employé. Peut-être même ma question, c'est est-ce qu'il y a déjà une différence entre un junior et un senior sur ces connaissances-là? Alors sur la partie vraiment, pour l'instant, purement connaissance d'IA, connaissance de l'usage de l'IA, quelles sont vos attentes en fait? Est-ce que c'est un critère de recrutement pour vous? Et si oui, qu'est-ce que vous attendez en termes de minimum? je peux démarrer si vous Vas-y. voulez. Ouais. Euh, que l'IA soit officielle ou officieuse dans l'entreprise, je pense que les recruteurs aujourd'hui vont considérer que savoir utiliser l'IA est un avantage concurrentiel par rapport à d'autres candidats. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment valoriser quand on utilise l'IA au quotidien ou l'IA dans ses jobs, stages ou autres, ou formations ou apprentissages. Il faut valoriser les compétences qu'on est en train d'acquérir en jouant avec l'IA et en communiquant avec une IA. Je pense que c'est important. Et pour moi, je pense que le premier critère, ce serait de bien maîtriser le vocable, le vocabulaire, donc vivre le dictionnaire, parce que avoir un prompt précis avec des mots précis, les mots ont un sens. L'IA va connaître ce mot, va connaître le sens précis. Donc, plus on est précis et plus on utilise un vocable précis, mieux on aura une clarté dans cette prompts. Donc, je trouve que c'est intéressant de revenir à la maîtrise de la langue, une maîtrise d'un vocabulaire riche. Je pense que ça peut aider pour exprimer des requêtes claires. Après, je pense que savoir déléguer ces tâches à l'IA, c'est important. C'est-à-dire que on a une problématique complexe, il faut qu'on sache la décomposer en mini-problèmes pour que l'IA puisse
travailler sur ces mini-problèmes et qu'ensuite l'intelligence humaine puisse apporter une optimisation à la réponse de l'IA. Je pense qu'il ne faut pas utiliser l'IA comme question-réponse et voilà, on s'arrête là. C'est vraiment le danger. Le danger pour les personnes qui ne vont pas rester curieuses face à l'IA. Je trouve que c'est hyper important. Et Bah, juste une question justement, parce que sur un CV, en fait, on a tous écrit maîtrise du pack office. Et j'en ai vu pas mal qui avaient écrit ça et qui savaient pas faire un tableau croisé dynamique. Et donc, du coup, j'en ai vu passer un paquet en formation d'ailleurs. Et du coup, enfin, est-ce qu'aujourd'hui, toi, Marion, tu as vu passer dans les différentes expériences que tu as pu avoir plus récemment, ou d'ailleurs Malik et Audrey, est-ce que tu as vu passer des tests ou des choses où vous évaluez justement ça, ou c'est pour l'instant, ça reste du déclaratif? Quand on fait des tests sur des fonctions, on peut avoir des petits cas d'usage qu'on fait passer pour les entretiens, ça existe, hein. Et donc, on peut autoriser l'utilisation de l'IA. On le sait, mais voilà, on voit la pertinence des réponses face à une problématique commune qui est posée. Et on voit comment le candidat potentiel peut utiliser l'IA pour répondre. Donc, oui, moi, je l'ai expérimenté. Super. Et Malik, Audrey, c'est des choses que vous regardez dans les CV, c'est des choses que vous testez? Pas forcément testé parce qu'on a déjà quand même, on est sur un marché qui est quand même assez restreint en termes de recrutement, donc on a déjà pas mal de critères à analyser et qui sont assez enfermants, on va dire, pour pas rajouter ce critère-là pour l'instant. Pour l'instant, j'ai aussi l'impression qu'on n'est pas encore devant une génération IA native qui fait que, comme nous, on mettait maîtrise du pack office, ce serait un acquis de maîtriser l'IA et il y a encore des disparités dans la maîtrise et dans l'utilisation de l'IA dans les profils, donc forcément, ça peut en désavantager certains. Par contre, là où nous, on va être attentif, c'est qu'avec avec l'IA, on a des soft skills qui sont de plus en plus importants et qui sont de plus en plus marquants qu'on recherche. On va avoir un besoin d'autonomie qui va être encore plus important qu'avant, même si l'autonomie, ça a toujours été un soft skill qui est valorisé, mais là, encore plus. Il y a la curiosité du candidat aussi, qui va être hyper importante à analyser. C'est pas toujours simple, mais il y a quand même quelques réflexes où on voit si le candidat est curieux ou pas. Mais c'est un soft skill qui va être encore plus important parce qu'effectivement, l'IA se développe vite, les outils se développent vite. Il faut aussi cette curiosité pour pouvoir se renseigner et on va dire, aligné avec l'évolution de l'IA. Et en fait, nous, là où on y voit un avantage, au-delà de ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est sur la gestion du temps et des tâches chronophages. On a beaucoup parlé de formation, etc. Mais il y a énormément de tâches chronophages. On a des journées qui sont bien remplies avec des tâches qui sont multiples et variées. Et aujourd'hui, on court vraiment après le temps en agence. Et l'IA vient vraiment remédier à ce manque de temps quand ça va être de écrire un email et de pouvoir le structurer de manière assez claire parce qu'on a des clients qui sont en demande d'informations claires, rapides et précises, ce qui n'est pas toujours simple. Quand on a énormément de données à analyser, il faut en tirer la quintessence et pouvoir informer notre client et lui dire voilà exactement ce qui se passe de manière concise et très claire. Ça peut prendre un peu de temps pour rédiger un email. Donc, par exemple, ça peut être une des utilisations de l'IA dans ces cas-là. Mais en tout cas, voilà, de manière générale, c'est vrai qu'on court après le temps et que l'IA est un peu notre allié là-dessus, quoi. Ok. Euh, Donc, du coup, on a vu maîtrise de la langue française, esprit critique, autonomie. Donc, tu dis capacité à aller chercher l'information tout seul avant de poser la question. Donc Peut-être là, que pour l'esprit critique, ouais, on peut quand même ajouter que il faut être vigilant face aux réponses de l'IA. Je l'ai dit tout à l'heure, mais l'IA connaît pas le monde réel, hein. Et il y a un exemple avec Gemini en 2014 où l'IA a représenté des nazis de couleur noire. Donc c'est plein de biais comme ça. Il faut faire attention à ce que répond l'IA, aux biais.
potentiel de l'IA. Faut arriver à vérifier quand même la pertinence, l'exactitude des productions de l'IA, parce qu'elle est capable d'inventer juste pour vous faire plaisir, en fait, et pour vous répondre. Donc ça, c'est une des compétences qu'on va rechercher demain, c'est de pas être complètement gaga face à la réponse d'une IA, mais de prendre du recul et de lui demander, surtout si elle ne sait pas répondre, on peut lui poser la question, et c'est ce dialogue dont on parlait aussi tout à l'heure, dialoguer avec son IA pour connaître aussi ses biais et la qualité de ses réponses, je pense. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, du coup, ça veut dire que potentiellement, demain, en entretien, tu pourrais être amené à créer un petit test où tu mets la personne devant GPT ou une autre, ou Claude, ou peu importe, et tu lui dis, bah voilà, votre objectif, c'est d'obtenir ça. Allez-y. Mhm. Montrez-moi là en 2 minutes comment ça se passe, et du coup, tu verrais comment la personne évalue la réponse et tout. Ça pourrait être demain sur certains jobs un test possible, hein. Et l'esprit critique, ça fait déjà partie des qualités qu'on recherche aujourd'hui, même sans se parler d'IA. On va souvent dans des sessions d'entretien, on va souvent présenter des données, demander d'analyser et de donner son avis sur ces données-là. Donc cette qualité-là, ce soft skills-là, il est déjà analysé à part entière Ouais. avant même de parler d'IA. Ok, je fais une parenthèse, le rapport PISA là, qui a été fait et l'analyse du rapport montre que 50% des jeunes de 15 ans ne savent pas analyser un texte un tout petit peu compliqué. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit très optimiste sur le futur autour de ça. Mais en effet, bah, en tout cas, ça va devenir un critère encore plus important maintenant qu'en fait, on va interagir avec une machine pour avoir ces infos. Et donc, être capable d'interpréter la réponse est encore plus important. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres points sur la partie soft skills que vous voulez mentionner? Audrey, tu avais peut-être quelque chose à ajouter? Bah, je rejoins globalement Malik parce que nos métiers se ressemblent. Et effectivement, je pense que la présence d'esprit aussi, c'est très important, l'esprit critique, la créativité. Et je le rejoins sur le fait que ça nous permet aussi de gagner du temps sur des tâches hyper chronophages. Il a mentionné les mails. Moi, je sais que, par exemple, je peux m'en servir pour structurer une recommandation stratégique ou commencer une ventilation budgétaire ou ce genre de choses qui, des fois, demandent de la gymnastique intellectuelle, mais ça me permet un petit peu de dégrossir le travail et du coup de gagner du temps derrière. Et ça ne m'empêche pas de remettre de l'intelligence humaine derrière parce que ChatGPT, il ne sait pas encore faire varier les budgets en fonction des différents jours, en fonction des performances, etc. En tout cas, je n'ai pas réussi à le faire. Et comme Ok. tu disais, Audrey, tout à l'heure, il y a différentes IA pour différents usages. Donc, peut-être qu'il faut aussi développer sa curiosité intellectuelle face à son métier pour savoir quelle IA utiliser pour rédiger du contenu, ou pour programmer des posts, ou pour créer de l'image, de l'audio. Voilà, il y a sans doute beaucoup ça va tellement vite, en fait, que si on ne se tient pas au courant, on va sans doute être assez vite débordé. Donc, il faut rester très curieux de ce qui se passe, tant dans son métier, en termes de technique, mais aussi de ce que peut apporter l'IA dans ce métier. Mais c'est un très bon point, Marion, ce que tu mentionnes, parce que effectivement, à l'échelle de l'agence ou d'une entreprise un peu, même un peu plus classique, on va dire, il y a une vraie réflexion à avoir sur l'IA au-delà de nous, ce qu'on en fait dans nos postes. C'est quel IA je peux avoir, quel service je peux adresser avec les IA. Nous, ce qu'on a fait chez Innocéance, c'est qu'on a monté un comité IA avec des employés de l'agence qui régulièrement vont se renseigner, vont poster des choses, etc. On s'est fait accompagner aussi d'un consultant expert en IA pour pouvoir aussi dégrossir le sujet et se poser des bonnes questions parce qu'effectivement, un peu comme Audrey, on a plusieurs corps de métier au sein de l'agence entre des créatifs, des copywriters, des gens qui vont être sur du média, etc., du website. Donc, ça permet aussi de se poser des bonnes questions avant de commencer à contracter avec des licences qui sont aussi parfois assez coûteuses et de pouvoir faire un peu son benchmark avant de vraiment plonger la tête la première dans ce sujet-là, quoi. Et alors, du coup, là, à part il y a une question, en fait, là, à part les outils de génération de texte, en fait, aujourd'hui, c'est quoi par curiosité,
les autres outils qui sont déjà utilisés en fait au sein de vos boîtes? Moi, je peux commencer parce que peut-être, vu qu'on a le studio créa, on est peut-être un petit peu plus riche. Déjà, il ne faut pas oublier que tous nos algorithmes publicitaires, ils sont quand même basés sur de l'IA. Et ça fait quand même pas mal de temps maintenant qu'ils sont testés et leur efficacité n'est plus approuvée. Effectivement, il y a tout ce qui va être agent conversationnel, que ce soit Gemini, que ce soit ChatGPT en très classique. Moi, j'utilise aussi un plugin qui s'appelle Fathom, Fathom, qui vient se plugger à toutes mes réunions et qui me permet de prendre des notes automatiquement. Donc c'est pareil, c'est pas fiable à 100%. Il y a des trucs qu'il comprend pas très bien parce que ce n'est pas un humain. Mais encore une fois, ça me permet moi de me concentrer sur mon call et pas de devoir m'arrêter pour taper des notes en plein milieu d'une phrase. Donc très efficace. Comme je le mentionnais dans le chat, il y a pas mal de mes consultants créa qui commencent à utiliser Kling IA, qui permet d'animer des statiques et ça marche plutôt bien. Et le dernier outil que là, on est en train de tester, c'est Awen, qui m'a été présenté dans une conférence méta la semaine dernière et qui du coup est une sorte d'agrégateur d'IA et qui permet à la fois d'avoir accès à tous les agents conversationnels comme GPT, Gemini, etc. À tous les outils aussi de génération d'images, de vidéos, etc. Voilà. Et c'est un outil qui est français en plus. Souveraineté, absolument. Et, ok, super. Il y a quelqu'un qui dit attention au droit. Oui, bien sûr. Effectivement, mais du coup, on part quand même de créations qui sortent de la tête de nos esprits créatifs. Comme ça, on est OK. Oui, puis à vrai dire, la créa publicitaire est un peu une créa jetable, c'est-à-dire elle n'a rarement vocation à être affichée sur un mur très longtemps, en dehors des quelques instants qu'elle va passer des quelques moments furtifs qu'elle va passer sur les réseaux. Donc, Comme on est en phase de test avec l'équipe créa pour le moment, on teste beaucoup, mais on publie rien parce que nos équipes créa, elles gèrent toute la partie organique sur Instagram et TikTok notamment. Et donc oui, on fait des tests entre nous pour s'amuser, pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on est capable de faire, etc. Mais on l'utilise pas encore vraiment premier degré dans les stratégies organiques. Non, je sais que nous, c'est un peu utilisé aussi pour illustrer certaines pistes créatives vraiment en premier jet. Quand on a plusieurs, parce que généralement, on travaille en petits groupes et il y a 4, 5 pistes créatives qui sont proposées pour donner un peu plus de corps et permettre à tout le monde de visualiser un peu la piste créative. Ça peut être utilisé dans cette phase-là, mais pas en version définitive, quoi. pour info, mon associé, donc, qui est AI, artiste, directeur de création, machin, etc., que vous avez déjà eu en cours, je crois, hein. Audrey, je Parle sais de pas. Nietzsche. Ouais, mais Malik, c'est sûr. Ouais. Aujourd'hui, on lui commande, enfin, là, il est en train de produire deux films publicitaires full IA pour des grandes marques, hein. Donc ça y est, ça Mm. commence. Là, aujourd'hui, des grandes marques Ouais, commencent bah, à... la conférence méta à laquelle j'ai assisté, il y avait une grosse opération décathlon par rapport à un marathon et tout a été fait avec de l'IA Ah aussi. ouais, là, ça commence. On commence à avoir des pubs sans tournage qui vont Mm. arriver, et même pour des très grosses marques. Donc en fait, c'est en train d'arriver, et la qualité est juste, depuis VO3, la qualité est juste délirante en fait. Donc, Mais ça rentre aussi dans ce que tu disais, Yann, juste avant, où tu parlais de créa jetable, c'est-à-dire que on a une communication qui s'accentue de plus en plus sur les réseaux sociaux. On sait que sur les réseaux sociaux, bah, la durée de vie d'une créa, elle va être en fonction de la plateforme de peut-être une semaine, voire moins en ouais. fonction de la plateforme. Donc, il y a des coûts de production aussi qui sont inhérents à ces créas-là qu'on peut plus absorber. Donc, forcément, l'IA va prendre de plus en plus de place dans la production audiovisuelle. Exactement. Ok, on a pas mal grignoté sur les questions suivantes, donc je vais essayer de condenser parce qu'en plus il reste 15 minutes. En fait, là, moi, la question que je me pose et qui m'intéresse et qui est un peu le sujet en fait et la raison pour laquelle on a fait c'est du coup là, je suis junior, je débarque on a vu le côté de l'employeur. Là, je suis junior. En fait, ma première inquiétude, c'est aujourd'hui, enfin, on a tous été juniors à un moment donné, hein, donc on a tous démarré quelque part. Et qu'est-ce qu'on fait généralement? Un peu les tâches subalternes
genre faire de la veille, aller chercher le truc, faire des piges pour récupérer les trucs des autres, faire les premiers reporting de premier niveau, mais comme on est junior, on est assez maladroit pour les faire. Et en fait, le truc, c'est que si aujourd'hui on fait faire ça par des IA, qu'est-ce qu'on fait faire aux juniors? Est-ce qu'on continue à prendre des stagiaires? Qu'est-ce qu'on leur fait faire? Ou alors on demande aux stagiaires d'arriver avec des compétences de seniors déjà? Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'en fait, ça soit encore plus difficile qu'avant de rentrer sur le marché du travail parce que sa première expérience, on va déjà vous demander d'être déjà confirmé, quoi. Moi, pour répondre à cette question-là, je sais pas si je m'inscris un peu à contre-courant là-dessus, mais il y a des choses où je pense qui sont primordiales pour un junior. Tu vois, tu parlais de faire des reportings. Aujourd'hui, on peut très bien considérer que, sans parler d'IA, encore une fois, un tableau ou un Power BI peut permettre d'agréger de la donnée et d'avoir des reportings qui sont déjà faits. C'est des choses qui vont exister et qu'on utilise. Mais quand on a un junior et qu'il arrive pour se former et comprendre un peu le métier, je trouve que c'est toujours intéressant de passer par ces b.a.-ba, ne serait-ce que pour la maîtrise d'Excel, on s'en parlait tout à l'heure, mais aussi pour avoir une compréhension de la matière et de la donnée qu'il va traiter. Aujourd'hui, on parle beaucoup de benchmark, on parle beaucoup de KPI, on parle beaucoup de ces choses-là. Savoir ce que c'est qu'un bon top click, je prends vraiment des exemples basiques, mais savoir ce que c'est qu'un bon top click, connaître les différents formats publicitaires, etc., etc. Je pense qu'il n'y a pas une meilleure méthodologie que en traitant vraiment de la donnée brute. Et c'est un peu comme ça qu'on apprend. Donc, je pense que ces tâches-là, elles restent quand même hyper importantes, même si elles ont tendance à être automatisées de plus en plus. Mais dans un parcours d'apprentissage, elles sont pour moi primordiales. Et après, effectivement, le reste de l'apprentissage, il va aussi se faire une fois qu'on a construit un peu son esprit critique. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, l'importance d'avoir ce fameux esprit critique. Le reste de l'apprentissage, il va de plus en plus se faire sur une partie un peu plus conseil. Auparavant, on était vraiment sur de la partie technique, l'apprentissage d'outils, l'apprentissage de comment fonctionne telle optimisation dans tel outil d'achat publicitaire. Aujourd'hui, on voit, en tout cas, moi je constate que la maîtrise des outils publicitaires, c'est une chose, mais la capacité à faire parler les chiffres, la capacité à défendre une recommandation ou un outil même, c'est tout aussi important que la maîtrise de l'outil. Et c'est là où, à mon avis, il y a un vrai gap et il y a quelque chose à faire en termes d'apprentissage. Mais pour pouvoir arriver à cette étape-là, il faut passer par le b.a.-ba, par faire des bilans, par manipuler un outil, une plateforme, etc., etc. Même si on sait que de plus en plus, ça va être amené à être automatisé. Ouais, enfin, c'est tout à fait louable, hein. C'est une vue assez humaniste de l'entreprise qui accompagne les gens et qui les forme en intro, etc. J'ai aussi croisé des entreprises qui, bah, dès que quelqu'un arrive, il faut qu'il soit productif, etc. Et s'ils peuvent faire le truc deux fois plus vite avec quelqu'un d'autre euh, ou avec une machine, bah, ils recruteront pas la personne. Mais c'est Est-ce très que bien, dans ce hein. cas-là, c'est vraiment le problème du junior ou le problème de l'entreprise? Bah, c'est probablement. Non, c'est pas le problème. Ça devient le problème du junior juste parce qu'il n'est Oui. pas recruté. Mais, Mm. mais l'entreprise, je vais tourner ta question autrement. Est-ce que c'est un modèle pérenne pour une entreprise? Je pense pas non plus. Mais voilà, Mm. malheureusement, c'est quand même quelque chose qui. Ouais. Néanmoins, pour celles qui vont suivre cette voie-là, c'est-à-dire qui vont essayer d'automatiser au maximum les tâches répétitives, etc., et donc recruter moins de juniors, pour le junior, c'est un problème. Et je pense que quand même pour demain, enfin, le conseil, je pense, le plus pertinent, ce serait d'investir sur soi-même et de développer son aptitude à tirer parti de l'IA, en fait. Il faut qu'on sache, en tant que junior dire, je peux gagner du temps avec l'IA sur tel sujet, je peux être plus productif en faisant ça, j'ai développé ma maîtrise de telle manière, je suis en apprentissage continu, certes, mais je renforce mes connaissances et mes compétences en permanence. Et je pense que j'allais dire l'amélioration continue, mais c'est pas ça, c'est l'apprentissage continu sera un atout pour les juniors de demain dans un monde où peut-être que pour certaines boîtes, l'IA va être un game changer sur des tâches répétitives.
on peut pas Si on l'exclure. regarde, ouais, et je vais dans ton sens, Marion, si on regarde les chiffres aux États-Unis là, en fait, le taux de chômage chez les jeunes diplômés américains, en fait, il a atteint son plus haut niveau depuis 2013. Donc il est vraiment revenu, il est vraiment revenu à un taux qui est juste enfin, complètement incroyable pour les États-Unis, hein, qui est de, je crois que c'est le taux de chômage global aux États-Unis, il est entre 3,5 et 4%. Et en fait, le taux de chômage chez les jeunes, il est presque à 6%. Hmm. Euh, du coup, une population qui est particulièrement explosée, sachant qu'en plus là-bas, bah, quand tu as payé ton diplôme 75 000 $ pour 3 ans d'études, bah, il faut les rembourser. Et en fait, là, il y a un article qui est paru, enfin, je crois que c'est le Figaro, je ne sais plus quel journal, en fait, mais qui interviewe Matthew Martin, en fait, un économiste qui travaille à Oxford Economics, qui disait que là, depuis 2021, dans le domaine du service, les offres d'emploi ont baissé de 40%. Donc, du coup, il y a quand même un impact assez fort, hein, déjà qu'on commence à observer là-dessus. Et donc, il y a moins d'offres. Alors, nous, enfin, vous êtes sur un domaine qui est peut-être encore très dynamique, etc. Mais il y a quand même moins d'offres. Et donc, je vais dans ton sens, Marion. L'aspect différenciation, l'aspect se différencier des autres et avoir ce point en avant, etc. Et moi, je recommanderais même encore plus carrément d'essayer de se faire un mini portfolio. C'est toujours mieux de dire, regardez ce que j'ai fait un GPT, j'ai fait un machin, j'ai fait un bidule, plutôt que de juste écrire, lu, écrit, parler sur son CV au niveau de l'IA. C'est à mon avis, un axe assez fort qui pourra, de la même manière que moi, quand j'ai débarqué dans le monde du web en 99, il y a très longtemps, euh, en fait, avoir son petit site internet à soi, c'était génial parce que tout d'un coup, on disait, ouais, enfin, parce qu'à l'époque, il fallait coder les pages à la main, hein. Il sait coder des pages et du coup, c'était notre petit portfolio et c'était un gros critère de différenciation. Donc, je pense que c'est un point assez important pour s'il y a des candidats qui nous écoutent, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, hein, mais des juniors sur leur métier, c'est un point assez clé. Et moi, je vais compléter en disant que c'est un soft skill que j'ai toujours recherché, c'est la curiosité chez les juniors. Et je pense que c'est hyper important bah, justement d'être curieux et de s'informer sur beaucoup de choses. Parce que c'est pas parce qu'on est dans une verticale en particulier ou dans un domaine en particulier qu'on peut pas aller récupérer des bonnes idées ailleurs. Et je pense que c'est d'autant plus important justement dans ce monde-là de montrer ça. Malheureusement, les questions sur les hobbies, etc., c'est pas autorisé en entretien d'embauche, donc c'est dommage. Mais c'est un bon moyen aussi de connaître un petit peu le point de vue des jeunes là-dessus. Parce que bah, quelqu'un qui va naturellement être curieux, qui va s'intéresser à plein de domaines différents, etc., c'est quelqu'un qui, je pense, pourra plus se différencier de la masse de ses camarades. On peut parler de ses expériences personnelles en entretien et de dire on a investi sur l'IA, on a développé tel prompt pour faire telle chose. Enfin, c'est au contraire à valoriser. Je pense que c'est des compétences qu'on peut tout à fait valoriser en entretien, même si on ne nous le demande pas. Vraiment une carte à jouer pour demain. Après, je pense que plus les choses vont évoluer, ça va aller très vite, mais on va aussi là, on va aller très vite faire un jump vers tout ça. Et puis, je pense qu'à un moment, on va avoir un mouvement de recul euh, parce que tout va devenir complètement impersonnel. On ne sait plus si on va parler à une machine, etc. Donc, on voit que, par exemple, en RH, on va avoir des recruteurs qui vont avoir des IA en face d'eux pour répondre, des candidats à IA qui répondront à leurs sollicitations. Donc, on va sûrement revenir à du face-à-face en entretien pour valider qu'on a bien un humain en face. Je pense qu'on peut avoir comme ça un petit retour. Donc, là, on va très vite, ça va exploser, ça va aller dans tous les sens aussi. Puis, à un moment, ça va se rationaliser et on va remettre de l'humain dans tout ça et ce sera pour le meilleur, je pense. Et Marion, tu parlais d'entreprises qui font face à des IA. Il y a même aussi la tendance inverse qui est de plus en plus vraie, que je constate même moi autour de moi, c'est qu'il y a de plus en plus de candidats aussi qui s'entraînent à leurs entretiens d'embauche avec l'IA. Et ça, je pense que c'est un skill qui est de plus en plus important pour préparer un entretien d'embauche.
c'est de challenger son IA, de la prompter correctement pour pouvoir être vraiment dans les conditions les plus proches, parce qu'on ne sera jamais dans les conditions d'un entretien, mais dans les conditions les plus proches de l'entretien, et de pouvoir justement se préparer aux différentes questions qui peuvent arriver, que ce soit sur les skills ou les soft skills. Ça, c'est de plus en plus important. Et pour compléter aussi, moi, ce que je vois aussi par rapport à l'IA, c'est que à mon avis, il y aura aussi de moins en moins de profils un peu généralistes. Et pour pouvoir tirer son épingle du jeu, quand on est junior, il va falloir de plus en plus arriver très tôt avec, avec une connaissance d'un métier en particulier ou d'une technologie particulière pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Moi, je suis un peu le contre-exemple de ça. Je suis sorti avec un master marketing et management. Je pense que ce genre de profil-là, ça va être un peu plus compliqué à l'avenir parce que justement, on a les IA qui peuvent maintenant compléter pas mal de ces savoirs-là, alors que vraiment un savoir technique ou particulier, c'est quand même plus compliqué. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que du coup, en fait, on en revient à justement soit des profils assez généralistes pour avoir une vue globale, mais capables d'utiliser des outils pour faire plein de choses très précises, soit des Mm. profils très techniques et très pointus sur leur Ouais, domaine, qui du coup vont utiliser l'IA pour aller chercher les stratégies, les machins, mais par contre, ils sauront exécuter le truc, quoi. exactement. Et c'est marrant parce que c'est vraiment les deux axes, c'est que les deux axes vont coexister à un moment donné. Et donc, bon, c'est bien, il y a de la place pour tout le monde, mais on va voir à la Exactement. fin ce qui va fonctionner. Donc, nous, Mm. c'est marrant, tu vois, on a une préparation d'entretien. Nous, on a un GPT qu'on donne à nos élèves maintenant. Donc, ça n'existait pas à votre époque, hein, mais Mm. qui permet de dresser un profil psychologique de base, hein, qu'on a préparé avant avec une matrice du recruteur, donc avec toutes les données qu'il trouve sur Internet, et du coup d'aider le candidat à la fois à trouver des axes d'approche et en même temps à interagir avec ce recruteur-là, en fait. Et donc là, Mm. des outils comme ça, il va y en avoir de plus en plus. Il est fort à parier, aujourd'hui ça coûterait un peu cher, mais il est fort à parier que dans 6 mois ou un an, ils seront carrément en vidéo, quoi. Mm. Et donc, tu auras l'avatar du recruteur simulé, et puis du coup, tu prépareras ton entretien en vidéo. Aujourd'hui, ça coûterait encore un peu cher en API, mais demain, ça pourrait être pas cher du tout. Ok. Est-ce que vous avez du coup, là, en fait, alors on va prendre les deux axes, ok, deux conseils. Vous n'êtes pas obligé chacun d'avoir les deux, hein, mais pour une entreprise qui recrute, là, aujourd'hui, ce serait quoi votre meilleur conseil dans ce contexte-là? Et pour un junior qui débarque sur le marché, enfin, quand je dis junior, attention, c'est un junior, c'est pas forcément un jeune qui sort d'études, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui se reconvertit, qui débarque en tout cas sur un nouveau marché. euh, Quel est le meilleur conseil que vous pourriez lui donner assez rapidement, chacun votre tour? Je sais pas, on peut commencer. Est-ce que quelqu'un a envie de commencer? Tiens. Allez, j'y vais. Allez, allez, Euh, Marie. Moi, je pense qu'il faut apprendre à interagir avec l'IA et connaître toutes ses potentialités pour pouvoir l'exploiter au mieux dans chacun de nos métiers. Ok. Très bien. Donc toi, c'est l'interaction, c'est le côté genre avoir manipulé le truc très longtemps avant, enfin très longtemps, je veux dire, en tout cas assez souvent avant, et avoir poussé le truc dans ses retranchements pour vraiment comprendre ça. Ok, merci. Malik. Bah, Ok. moi, si je continue, bah, je les ai un peu donnés pendant les Ah ouais, réponses ouais. précédentes. C'est se préparer au maximum pour un côté candidat, ça va être se préparer au maximum avec une IA bien promptée pour pouvoir anticiper le maximum de questions qu'on va pouvoir vous poser pendant l'entretien d'embauche et se préparer et pouvoir aussi rôder un petit peu son discours. Je pense que c'est important parce qu'on a toujours un peu le trac et c'est une capacité qui est importante. Et côté entreprise, favoriser les soft skills parce que ça, c'est des choses qui s'apprennent difficilement. On va pas dire que ça s'apprend pas, mais ça s'apprend difficilement et que la curiosité, la capacité de prendre des initiatives, la capacité d'aller chercher une information, etc., c'est des choses qui sont hyper importantes aujourd'hui. Et je vais finir en rebondissant sur les soft skills. Rester curieux et créatif, en fait, parce que quel que soit le métier, comme je le disais, c'est la curiosité, c'est ça qui va nourrir n'importe quelle personne, quel que soit son parcours professionnel. Et la créativité, ça reste un des soft skills les plus impactants pour se démarquer des autres candidats et pour laisser une impression forte.
Ok. Eh ben, merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assemblée? J'ai pas regardé le module de questions-réponses. J'ai dit à tout le monde d'utiliser le module. Non, ça va, personne ne l'a utilisé, donc tout va On bien. a tous utilisé le chat. Euh, ok, ok. Il y a David qui dit l'adaptation, c'est le principe même de l'évolution. Sauf que l'adaptation et l'évolution, il faut quand même nuancer ce propos. Parce que l'évolution, c'est quelque chose qui s'est toujours fait sur des périodes Très longue. très longues, hein. C'est comme le réchauffement climatique. On dit oui, la Terre a connu des... Ouais, mais sauf qu'elle a jamais connu dans un temps aussi court. Et donc aujourd'hui, ce qu'on peut questionner, c'est la capacité d'adaptation dans ce temps court, en fait. Et aujourd'hui, la réalité, et c'est pour ça qu'on parle, voilà, on commence à beaucoup, beaucoup. Il y a un mot qui va devenir un trend world, word, qui est la surcharge cognitive. Et clairement, là, on commence à beaucoup parler de surcharge cognitive, même au sein des IA d'ailleurs. Euh, et, euh, et donc, la, à mon avis, ça va. Le mal de dos était le mal du siècle précédent. Je pense que les claquages de cerveau risquent d'être le mal de Ouais. ce siècle-là, Ouais. parce qu'on a tous du mal à suivre, même quand on est au sein du truc, quoi. Donc, Mm. Particulièrement en agence, hein. ouais, ouais, ouais. Et même, je pourrais répondre à Jacques, même quand on fait de la veille, en fait, c'est justement, quand on fait de la veille, c'est presque encore pire parce que du coup, on se tient au courant de tout et on a l'impression, ça génère une espèce de frustration parce qu'on a l'impression de laisser passer des trucs, il y a un FOMO incroyable. Alors qu'en fait, c'est pas grave, quoi. On a vécu sans avant, on vivra sans après. Mais ça, c'est un peu le risque du moment. Donc, il faut aussi savoir de temps en temps faire un pas de côté et se dire, OK, c'est bon, doucement. Je suis pas d'accord avec toi. Bah, ça me détend. Vraiment, le moment de ma journée où je fais de la veille, c'est le moment où je suis là en mode Ah ouais? ah, c'est chill. Ah, Je tu peux vois, me moi, renseigner ça sur me des frustre en fait. trucs. Et c'est là où je laisse parler ma curiosité. C'est que même si je fais du marketing, je vais regarder ce que font des créas, je vais regarder ce que font des marques, je vais regarder, par exemple, moi, c'est comme ça que je me suis formée au tout début à l'IA. Je m'intéresse à la physique et l'astrophysique, la physique quantique. Et j'ai découvert un mec qui s'appelle Alexei Grimbo et qui est justement un des pontes de l'IA, si je dis pas de bêtises. Alors, je suis sûre, il est président du comité opérationnel pilote d'éthique du numérique du CEA et expert à la Commission européenne. Donc, c'est pas n'importe qui. Et il y Ah, a ça va, c'est bon, Il a c'est un l'air sérieux en tout stagiaire, cas. quoi. Il y a un de ces webinaires qui est disponible sur YouTube qui est hyper intéressant. Donc, il date de 2024, je crois. Donc, ça a beaucoup évolué depuis. Mais hyper intéressant. Et il a un bouquin que je prévois de lire cet été. Donc voilà. Même en allant loin des sentiers battus, on peut retrouver des trucs hyper intéressants. Et moi, j'ai lu pour aller plus loin sur demain dans le futur, l'impact de l'IA sur l'humain en termes de développement cognitif. C'est-à-dire qu'à force d'utiliser l'IA pour répondre à nos questions, on va perdre des proportions, enfin, on va perdre un bout de cerveau en fait en termes de développement cognitif. C'est un des dangers de l'impact de l'IA demain. L'indépendance intellectuelle aussi, puisque l'IA source sur des gigantesques données, mais à un moment, c'est quand même l'IA se nourrit de ce qu'elle trouve et on peut trouver du bien et du moins bien. Donc, il y a quand même des sujets comme ça d'indépendance. Puis surtout, pensée critique. Ça, c'est vraiment le sujet aussi de demain. On le voit déjà sur les réseaux sociaux et de l'impact des mauvaises pensées sur les réseaux sociaux, sur des collectifs. Donc, il y a un sujet. Et d'ailleurs, je vous conseille de regarder ce qu'a fait un prof sociologie à la Sorbonne. Il a créé des conférences. Il a fait 4 cycles de conférences gratuites qui sont visionnables en replay sur l'esprit critique face aux réseaux sociaux et à l'IA. Il s'appelle Gérald Bronner, Bronner. Et qu'il a fait, c'est très, très, très intéressant à regarder. Et justement, pour comprendre en quoi il faut se méfier aussi de l'IA, des réseaux sociaux et de ce qu'on y trouve, c'est quand même très formateur. Mm, mm. Merci pour la reco comme ça, j'ai mon programme de ce soir. Tu nous diras. Ok, ok, ok. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci Laura aussi d'avoir assuré la partie ouverture du Zoom, etc. et l'enregistrement.
Le replay sera disponible. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on va clôturer ici, puis on va aller dîner un peu bientôt là. Et donc, bah, je vous souhaite une très bonne soirée, et puis à très bientôt. On peut vous trouver où sur les réseaux sociaux? De toute façon, vous êtes sur LinkedIn, hein, je pense, tous les Oui. trois. Ouais. Donc, Exactement. voilà, donc si vous voulez continuer la conversation, alors ils sont très occupés, mais si vous voulez continuer la conversation, n'hésitez pas à aller essayer de les contacter sur LinkedIn. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Merci à à Merci tout le tous. monde. Bonne soirée. À bientôt.